Népouy, à 250 km au nord de Nouméa. Ici, on extrait de la garnierite, un minerai riche en nickel. Près du quart des réserves mondiales de nickel est concentré en Nouvelle-Calédonie. L'exploitation de la garnierite et sa transformation représentent la plus grosse activité industrielle du territoire et une opportunité unique de développement. Mais aujourd'hui encore, seule une moitié de ce minerai est transformé en Nouvelle-Calédonie. Or, c'est cette transformation sur place, bien plus que l'exportation du minerai, qui crée des richesses. La situation d'aujourd'hui, qui est héritée du passé que j'allais dire colonial, hein, c'est dans le fait que, dans un premier temps, c'est le mercantilisme, hein, c'est l'industrie mondiale qui achète du minerai à un prix très intéressant pour elle, notamment au Japon. Et la transformation et la création de valeur ajoutée se fait à l'extérieur. Actuellement, 2 projets d'implantation de nouvelles usines sont en cours, l'une dans le nord du pays et l'autre dans le sud. Du succès de ces 2 projets dépend l'indépendance économique, mais aussi la paix politique de ce pays d'outre-mer. Elle est bonne, elle est bien terreux. Hein. Charles Poignant est le responsable du centre minier de Népouy-Copéto. Et sinon les camions, c'est bon, ils arrivent, ils débitent suffisamment là ce matin? Ingénieur topographe, Charles est expatrié et travaille depuis 13 ans à la SLN, société Le Nickel, l'opérateur principal et historique du nickel en Nouvelle-Calédonie. Là au-dessus, on a Trémy où baignent les camions. Là. En principe, d'ici quelques minutes, on doit en avoir un qui se présente. Extraite à ciel ouvert, la garnierite, encore appelée saprolite, est transportée par ces camions-bennes de 50 tonnes dans cette unité de concassage où l'on débarrasse la partie riche en nickel des cailloux stériles. Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, 6 millions de tonnes de terre et de pierres sont ainsi arrachées à la montagne pour les besoins de la mine. Dans cette salle, les déplacements des camions du centre de Népouy sont contrôlés et orchestrés. Charles Siran, il a noté un défaut dans le déchargement des bennes. La Trémy, elle d'hiver, les camions y baignent, mais l'arrière de Trémy est encore très chargé et il y a la benne qui trempe dans le minerai. Puis quand il rabat, en général, il reprend 2-3 tonnes à chaque fois. La recherche de l'efficacité est obligatoire. Situé loin de la mer, le minerai de Népouy est en effet cher à convoyer et son exploitation dépend largement du cours du nickel, lui-même très instable. La mine a par exemple été fermée entre 1982 et 1994 lorsque la valeur du métal précieux s'est effondrée. C'est vrai qu'on est très lié à la conjoncture du nickel, hein, et la mise en œuvre du procédé de Népouy est quelque chose de très technologiquement ambitieux et donc coûteux. Et c'est vrai que nos conditions économiques de fonctionnement sont assez tendues. Additionné d'eau et transformé en boue liquide, le minerai descend à l'intérieur de ce pipeline jusqu'à la vallée, 10 km plus bas, pour être enrichi dans cette laverie. Il y a un problème, c'est quoi le filtre là? La bride qui commence à se barrer. Bride toujours pareil là, du chasse-boudin? Ah bah purée, c'est une maladie. Et 60... Il devrait déjà, à 80, il devrait déjà. Le centre de Népouy emploie 233 personnes. Les salaires sont plutôt corrects, 1500 € net mensuels après 2 ans d'ancienneté, mais la formation reste un obstacle à l'embauche de la population locale, très majoritairement kanak. La réalité sociale de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie est quand même une grande difficulté à accéder au système scolaire, notamment au-delà du collège, puisque ça pose tout le problème de l'éloignement pour des familles qui ont généralement d'assez faibles ressources financières. Depuis quelques années, la SLN s'est attaquée au problème et finance un centre de formation d'où sortent chaque année 120 personnes de diverses qualifications. Ils forment principalement des conducteurs d'engins, mais aussi des mécaniciens engins. Des formations sont en cours d'émergence vers aussi des rôles d'encadrement au niveau des techniques des mines et carrières.
Dernière étape à Népouy, le minerai est acheminé par camion jusqu'au port en eau profonde voisin. Chaque semaine, 20 000 tonnes de cette terre, contenant en moyenne 2,5% de nickel, sont stockées sur le quai où un bateau minéralier viendra les charger et les emporter vers les fours de l'usine près de Nouméa. Ici, on est sur le quai de d'Ognambo. L'ensemble du minerai est donc extrait des centres miniers, arrive ici de façon à être valorisé. On décharge donc ici sur ce quai environ 3 millions de tonnes de minerai par an. Nous sommes à l'usine SLN de d'Ognambo dans la banlieue de Nouméa. Éric Duquesne est le responsable sécurité et environnement de cette unité, l'unique actuellement où l'on transforme le minerai en nickel sur le territoire. Calédonien depuis 3 générations, Éric est marié à Pascal, d'origine vietnamienne. La famille habite la vallée des Colons, un quartier résidentiel de Nouméa. Je crois que cet après-midi je fais du sport, je suis pas sûre. Tu rentres ce midi? Oui, je rentre ce midi. Je rentre vers midi. Éric est un pur produit de la formation interne SLN, où il est entré à 18 ans après le bac, et grâce à laquelle il a suivi une formation d'ingénieur au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Chaque matin, Éric accompagne sa fille Julie au lycée, avant d'aller à l'usine, toute proche du centre-ville. Après 20 ans de carrière à d'Ognambo, Éric connaît toutes les étapes par lesquelles passe le minerai. Déchargé du bateau, ce dernier est ensuite stocké sur une aire où l'on mélange ce qui provient des différentes mines, de façon à obtenir un résultat à teneur en nickel homogène. C'est un petit peu comme en cuisine, si vous voulez, où votre pâte elle a intérêt à être très homogène si vous voulez réussir votre gâteau. Vous avez ici un tas en cours de constitution, qui actuellement doit être aux environs de 50-60 000 tonnes. Quand il sera plein, il fera environ 80 000 tonnes. C'est ce que faisait cet assis qui est derrière moi. Et puis, pour le débiter, pour le consommer, ça va durer à peu près 15 jours, avec une espèce d'appareil qui récupère le minerai par tranche et avance progressivement. Après commence la phase de cuisson. Le minerai est d'abord enfourné dans ces tuyaux de 95 mètres de long sur 4 mètres de diamètre pour être calciné. Il subit ensuite une fusion-réduction dans de grands fours électriques, d'où sortent ces coulées de métal encore liquides. Chaque four consomme 40 MWh, une énorme quantité d'énergie. Un seul four électrique, c'est la consommation de la ville de Nouméa. Et on a 3 fours, donc vous voyez un petit peu l'importance de la consommation énergétique pour ces fours par rapport à la consommation globale de la Calédonie. Pour trouver cette énergie, la SLN dispose de sa propre centrale électrique. Cette dernière fonctionne un peu au charbon, mais essentiellement au fioul, un carburant en chair et d'un coût aléatoire. On est donc sujet aux aléas du cours du pétrole et ça représente une part non négligeable de notre prix de revient. À peu près le tiers de notre prix de revient est constitué du coût de l'énergie. En sortie des fours et après quelques affinages, 2 types de produits repartent vers les quais pour être exportés. Il y a d'une part cette grenaille, le ferro-nickel, qui contient 20 à 30% de nickel et qui est utilisé sous cette forme par les aciéristes. Pour nous, c'est un produit fini et on le vend directement aux aciéristes et c'est le produit qui est principalement utilisé pour la fabrication d'acier inoxydable. Et puis, il y a ces maths plus riches qui seront transportés dans une autre usine de la SLN en métropole pour être transformés en nickel pur destiné à l'électronique. Chaque année, 54 000 tonnes de nickel contenues sous ces 2 formes partent de d'Ognambo dans ces containers. Au cours actuel de 6 € le kilo, l'usine réalise donc cette année un chiffre d'affaires de 324 millions d'euros, soit environ 40 milliards de francs pacifiques. Le fait de transformer l'ensemble de notre minerai en métal multiplie par 4 la valeur qui est apportée ici dans le territoire.
Mais aujourd'hui encore, c'est Nouméa qui profite essentiellement de ces richesses. La création d'une deuxième usine dans la province nord du pays est donc considérée par ses élus comme une étape indispensable au rééquilibrage économique de la Nouvelle-Calédonie. Le rééquilibrage au sens donc, où on veut que le secteur nickel porte l'ensemble de l'économie pour l'ensemble de la population, nous a amené donc à imaginer qu'on pourrait très bien avoir une activité de transformation ailleurs que dans le Grand Nouméa. Et donc c'est ce qui motive le projet de l'usine du Nord. Aujourd'hui, la province Nord, dirigée par les indépendantistes, contrôle la SMSP, Société minière du Pacifique Sud, deuxième gros mineur de Nouvelle-Calédonie. À la signature des accords de Nouméa, la SMSP a obtenu la concession d'exploitation du massif de Koniambo. Cette montagne est un des gisements les plus riches du pays et c'est ici, à 300 km de Nouméa et à proximité du célèbre cœur de mangrove, que s'étudie en ce moment le projet d'usine du Nord. Alain Pidgeot est le directeur financier chargé du projet à la SMSP. Originaire de la tribu de la Conception, il est issu d'une famille qui a fourni de nombreux cadres au mouvement kanak. En fait, ici on est sur le site où on va homogénéiser le minerai avant de l'expédier vers Bavoto. On a toutes les installations industrielles, l'usine, etc. par le biais d'un convoyeur. Alain parle déjà au présent, mais pour l'instant, l'usine du Nord et toutes ses infrastructures n'existent que dans les ordinateurs. La construction devrait effectivement commencer dans un an et l'exploitation commerciale débuter en 2007. Volume de production prévu, 60 000 tonnes de nickel par an. Nous avons devant nous la presqu'île derrière laquelle va être construit le port. On a des fonds qui peuvent accueillir des minéraliers de 26 000 tonnes au moins. Le projet réunit la province Nord à travers sa société minière, la SMSP, et le géant canadien Falconbridge, un des leaders mondiaux du nickel. Les investissements sont estimés à 1,5 milliard d'euros. L'ensemble de l'activité créera 850 emplois directs et 2000 emplois indirects. Un impact énorme sur les 3 communes concernées, Vaud, Koné et Pointe-Boute. Nos prévisions, c'est que la population des 3 communes de Vaud, Koné et Pointe-Boute pourrait être amenée à doubler dans les 10-15 ans qui viennent à partir du moment de l'ouverture de cette activité. En attendant la construction de l'usine, les travaux de prospection de la future mine avancent à grands pas, sous l'impulsion d'Éric Hochet, ingénieur à la SMSP. À 40 ans, Éric fait partie des fameux 400 cadres kanak formés en métropole au début des années 90. Suite aux accords de Matignon, il y a le dispositif 404 qui s'est mis en place. Donc j'ai profité de ce dispositif pour faire une école d'ingénieur aux mines de Douai. Bonjour Muriel, ça se passe bien? T'as pensé à la vie? À l'époque, j'étais technicien à Doniambo, à la SLN. J'ai voulu reprendre mes études pour servir un peu d'exemple pour tous les jeunes qui allaient suivre. Dans mon esprit, il ne fallait pas simplement parler, il fallait agir. Donc c'est pour ça que je suis reparti faire mes études. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu absolument à intégrer la SMSP qui, à mes yeux, représente vraiment la boîte locale. Virginia, je suis au labo si on cherche. Ok. En un an, Éric a eu le temps d'analyser en détail la géologie du massif de Koniambo, une phase essentielle avant l'ouverture de la mine. Plusieurs milliers de sondages du sol ont été effectués, tous sont conservés dans ce hangar. Nous sommes satisfaits puisqu'on a un massif qui est très riche en minerais et qui nous permettra donc d'avoir une usine qui pourra fournir 60 000 tonnes de nickel par an. On espère bien pouvoir travailler à ce rythme-là aux alentours d'une 50aine d'années. 50 années pendant lesquelles les élus du Nord souhaitent utiliser les bénéfices du nickel pour développer économiquement la province. C'est pourquoi ces derniers tiennent absolument à contrôler le capital du projet. Compte tenu de l'accord qui a été passé avec notre partenaire, où 49% seront à notre partenaire et 51% seront pour le territoire, donc ça va permettre de dégager des bénéfices qui seront énormes et qui vont permettre
de développer encore davantage les projets qui sont déjà initiés par la province actuellement. Citons par exemple l'aquaculture de crevettes, un secteur en plein boom et que la province Nord cherche à développer plus encore. Mais il n'y a pas qu'au nord du pays que le nickel fait l'objet de nouvelles perspectives. Ici, on est à l'extrême sud de la Nouvelle-Calédonie. On est à 150 km au sud de Nouméa, donc 1h30 à 2 heures de route. On arrive le lundi matin sur place et on reste sur le site donc du lundi au jeudi. On dort 3 jours ici et on retourne sur Nouméa le vendredi pour les réunions au bureau. Comme chaque semaine, Christian Tessarolo s'apprête à passer plusieurs jours et nuits au camp de géologie minière qu'il dirige à l'extrême sud de la Grande Terre. Christian travaille pour le groupe canadien Inco, le numéro 1 mondial du nickel, qui développe en ce moment même un 3e projet d'usine de transformation en Nouvelle-Calédonie. Agata, il y a des petits problèmes de calage de taquet là. En particulier, tu vois ici, il y a marqué 31,50 et il y a un taquet qui a été marqué à 32,50 en échantillonnage. En 2001, la société Inco a décidé de se lancer dans la réalisation effective de ce projet et on est actuellement en train de réaliser l'ingénierie de construction de l'usine de traitement du minerai et nous, de notre côté, en mine, de développer les plans miniers de façon à commencer à exploiter le gisement dès l'année prochaine, en 2003. Le projet s'appelle Goro Nickel, du nom de la mine qui va être exploitée. Avant son ouverture en 2003, le terrain est donc sondé tous les 30 mètres de façon méthodique. Voilà le minerai typique de Goro, les limonites nickelifères. Donc le minéral ne se voit pas, mais c'est le procédé métallurgique développé par Goro Nickel qui va mettre en valeur le nickel qui se trouve dans cette terre. La spécificité du projet Goro Nickel est en effet technologique. Au lieu de fondre le minerai dans des fours, Inco va le dissoudre avec de l'acide, un procédé qui permet d'utiliser un type de terre plus pauvre en nickel, mais très présente en Nouvelle-Calédonie, les limonites, encore appelées latérites. 7 minutes, c'est passé ? Donc là, c'est la mise en poudre des échantillons de carottage. Les sachets sont remplis et vont être expédiés dans des laboratoires d'analyse à Nouméa ou en Australie, de façon à ce qu'on ait les résultats, les teneurs du gisement. Donc plusieurs éléments sont analysés, en particulier nickel, cobalt, le fer, etc. Le cobalt présent dans le minerai calédonien ne pouvait jusqu'alors pas être valorisé. L'autre innovation d'Inco est justement de pouvoir l'extraire à faible coût. Le cobalt est un élément très demandé, notamment pour les piles des téléphones portables. Le cobalt, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Il y a fort besoin de cobalt dans le monde. Et la Nouvelle-Calédonie, grâce au projet Goro Nickel, va devenir un producteur important de cobalt dans le monde. Pour tester sa nouvelle technologie sur site, Inco a construit en 1998 cette usine pilote, une réplique miniature de ce que sera la future entité. Jean-Jacques Perrault, responsable de cette usine, a ainsi pu étudier 2 ans durant la faisabilité du projet et ses nouveautés par rapport au procédé classique. Donc la différence entre le procédé hydrométallurgique que nous développons ici et un procédé pyrométallurgique classique, c'est que dans notre cas, il n'est pas nécessaire de fondre le minerai, on se contente de le dissoudre à l'acide, ce qui consomme beaucoup moins d'énergie. C'est donc un procédé beaucoup moins coûteux. Alors ça permet de traiter des minerais à beaucoup plus faible teneur qui sont maintenant devenus rentables. Le chantier de construction du site industriel qui comprend l'usine mais aussi la centrale électrique, de nombreuses aires de stockage, l'unité de production d'acide et un port en eau profonde s'étend sur plus de 10 km. Les appels d'offres pour l'ensemble de ces travaux sont en cours. Dans un an, 3000 ouvriers et techniciens passeront la semaine sur le site et dormiront dans cette base vie. « 10 km plus loin, Christian se dirige vers la pépinière où l'on prépare déjà la revégétalisation de la mine après son exploitation. Bonjour
Stéphane, ça va? Oui, ça va, ça va. Temps un peu sec en ce moment? Ouais, bien sec, bien sec. Il pleut pas. Ici, Stéphane, le pépiniériste, teste la croissance des végétaux sur un sol composé des rebuts ferrugineux de la mine et forme aussi des membres de la tribu voisine de Yaté. Oui, oui. Normalement, on va récolter les alphytoniens le mois prochain, en décembre. Et aussi, je lance la formation en janvier avec les gens de Yaté. Qu'est-ce de la feuille, c'est ça où il y a les plus grandes feuilles là déjà là? Non, celui qui est devant toi là. L'objectif est de protéger des espèces végétales parfois uniques au monde, mais aussi d'offrir des débouchés à la population locale. Notre objectif, c'est de donner des marchés aux gens, aux locaux, aux populations mélanésiennes, de façon à ce que nous fournissent régulièrement les plantes dont on a besoin pour couvrir les hectares qui vont être exploités lors du développement minier. Mais ne rêvons pas, la fourniture de ces graines ne devrait pas créer plus d'une dizaine d'emplois. Une minuscule goutte d'eau comparée à l'investissement global du projet Goro Nickel, le plus gros jamais réalisé en une fois à l'échelle calédonienne. L'investissement d'un tel projet représente 1,7 milliard de dollars pour une production annuelle qui actuellement est délimitée à 60 000 tonnes de nickel et cobalt métal par an. Quant à l'actionnariat de ce projet, aujourd'hui entièrement privé et étranger, il pose une question sensible en Nouvelle-Calédonie, comme en témoigne ce syndicaliste proche de la CFDT. Nous avons pu constater que la richesse minière et métallurgique en Nouvelle-Calédonie, à part les salaires des travailleurs qui sont à l'intérieur, qui restent en Nouvelle-Calédonie, tout le reste sort de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons souhaité déjà il y a une quinzaine d'années de faire en sorte que la collectivité publique calédonienne détienne une partie du capital de ces grandes entreprises pour qu'il y ait un meilleur partage des richesses. À la demande des investisseurs, une première pause technique a eu lieu en septembre 2002. Alerté par les surcoûts du chantier, une seconde interruption de 6 mois a été décidée début décembre. L'ouverture de l'usine, prévue fin 2003, sera repoussée d'autant. Par ailleurs, un autre débat agite aujourd'hui le pays depuis que la province sud a attribué un second massif minier au Canadien Inco. Je regrette que la province sud ne se soit pas battue pour que les intérêts de la Nouvelle-Calédonie soient pris en compte et que tout soit remis entre les intérêts d'une grande société multinationale. L'idée que les richesses de la terre calédonienne alimentent en priorité les fonds de pension américains ou canadiens a du mal à passer, et pas seulement chez les indépendantistes. Autre question, y a-t-il de la place sur le marché mondial pour 3 usines de nickel en Nouvelle-Calédonie? Un deuxième projet industriel dans le sud, pourquoi pas? C'est aussi quelque chose qu'on souhaite pour le développement général. Mais je dis tout de suite, il n'est pas question qu'il y ait 2 usines métallurgiques dans le sud et rien dans le nord. C'est clair, si le projet du Sud, plus avancé, devait faire de l'ombre à celui du Nord, c'est la paix politique qui serait en danger. Point positif, les prévisions de croissance du marché, largement influencées par le développement chinois, sont bonnes et la Nouvelle-Calédonie, en plein Pacifique, est dans une situation géographiquement privilégiée. Les 3/4 des usages du nickel, c'est l'acier inoxydable. Et l'acier inoxydable, c'est parmi les premières choses qu'une population consomme quand elle élève son niveau de vie. Parce que l'acier inoxydable, c'est les casseroles, c'est les machines à laver, c'est des réfrigérateurs, etc. Et c'est pour ça que l'évolution de la Chine, qui va être lente, qui va être progressive, mais qui porte sur une telle, c'est 1,4 milliard de personnes, va être un appel de consommation formidable. En bref, si les 2 projets d'usine actuellement en cours sont d'inspiration radicalement opposée, ils devraient, à eux deux, et si le marché suit, offrir l'indépendance financière au pays. La mise en production de l'usine de Goro Nickel, à elle seule, va pratiquement rééquilibrer la balance commerciale de la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui est à peu près à 50% déficitaire. Quand le projet du Koniambo va démarrer, c'est la même contribution à l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Autre défi, le nickel emploie actuellement 5000 personnes dans le pays et ce chiffre devrait doubler d'ici 5 à 7 ans avec une forte demande en main-d'œuvre qualifiée à laquelle il faudra répondre et répondre localement. Nous avons effectivement un problème de main-d'œuvre qualifiée.
Donc c'est pour ça que nous demandons et nous travaillons énormément pour faire en sorte que les groupes qui sont concernés par ces grands projets fassent la recherche, une recherche mais très, très poussée en allant dans les villages, dans les tribus pour rechercher les compétences dont ils ont besoin et de mettre en place des formations de remise à niveau des gens. Mais si les réserves en nickel du pays sont estimées à 50 années de l'actuelle consommation mondiale, elles ne sont pas pour autant inépuisables. Et puis, attention au cours de ce métal chroniquement instable et très sensible aux spéculations. Si les richesses minières doivent d'abord rétablir un équilibre entre le sud et le nord du pays, il est aussi indispensable que les Calédoniens s'appuient sur elles pour diversifier leur économie vers d'autres secteurs comme la pêche, l'aquaculture ou l'industrie des loisirs.